Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes 14 personnes connectées, maintenant 15. Merci de vous être connectés pour ce webinaire organisé par l'Institut du risque management. À travers ce webinaire, on a la chance en fait, d'avoir David, qui est contrôleur des assurances à la CPR, qui fait partie de la promotion 2021 de la formation DSA. Et il fait partie du top 3 des personnes qui ont excellé et qui ont présenté une belle copie sur cette promotion. Et il s'avère de manière naturelle, nous, on pensait que c'était important de vous partager au réseau DSA et assurantiel ce petit retour d'expérience de David, qui nous parlera au fait de l'utilisation des algorithmes d'apprentissage automatique dans le but de détecter les erreurs dans les états de reporting prudentiel. Bien sûr, communiquer ces états à l'autorité par les sociétés d'assurance. Donc voilà, je laisse la parole à David. Encore merci en tout cas David d'avoir répondu positivement à cette sollicitation. Pour ceux qui ont des questions, je vous propose de les renseigner au sein de la discussion et on fera en sorte de les traiter après la présentation de David, si vous le voulez bien. En parallèle, on vous a fait part d'un sondage également quand vous êtes connecté. N'hésitez pas à le renseigner pour mieux vous connaître et orienter les réponses aux questions que vous auriez également. Voilà, je laisse la parole à David pour commencer ce webinaire. Merci André et bonjour à tous. Alors pour l'instant, je vois toujours le sondage au milieu de la page. Je ne sais pas si c'est normal, si tout le monde le voit. Ouais, c'est bon. Merci. Voilà, donc je vais vous présenter le projet que j'ai réalisé dans le cadre de la formation Management en Data Science pour l'actuariat. Donc, la problématique, c'était d'aider les contrôleurs de la CPR à détecter des erreurs dans le reporting transmis par les assureurs, puisque les assureurs envoient un grand nombre d'états de reporting, à peu près 150 états quantitatifs par an et par assureur. Donc, il y a un fort enjeu de qualité des données pour la CPR. On n'est pas assuré que toutes les sociétés puissent remplir correctement ces états. Donc, la question, c'était comment aider les contrôleurs à vérifier de façon un petit peu automatisée cette qualité et à détecter des erreurs. Donc, l'idée, ça a été d'utiliser une méthode qui s'appelle Isolation Forest, que je vous présenterai dans la suite, afin de détecter ces anomalies. Sachant que le petit schéma qui est là, c'est pour dire qu'il y a une gradation dans les anomalies depuis les données normales jusqu'à des vraies anomalies. Et qu'à la fin, comme je l'explique dans la suite, une fois qu'on a détecté une potentielle anomalie, l'expertise du contrôleur est toujours nécessaire pour confirmer le statut d'erreur. D'autre part, j'ai aussi utilisé une méthode d'interprétation des modèles qui s'appelle SHAP pour essayer de comprendre pourquoi le modèle avait indiqué qu'une société était en erreur sur une année. Et j'expliquerai aussi cette méthode dans la suite. Alors, l'approche que j'ai adoptée, c'est une approche qui s'appelle non supervisée. Enfin, on distingue les approches supervisées dans lesquelles on a des valeurs cibles, Y, et on essaie de les prédire à l'aide de variables explicatives X. Là, je ne suis pas dans cette approche, mais dans une approche non supervisée où, en fait, je n'ai pas de répertoire formalisé des erreurs. Donc, l'idée, c'est que je vais partir d'un certain nombre de variables pour essayer de mettre en évidence des points aberrants qui pourraient potentiellement être des erreurs. Mais je n'ai pas de moyen de le vérifier systématiquement. Donc, c'est ce que j'explique ici. Et donc, à partir du moment où on n'a pas de données labellisées erreurs de manière systématique, la question s'est posée de comment valider ou amorcer en tout cas une validation du modèle. Donc, là-dessus, j'ai une démarche en 3 points. D'abord, de vérifier la cohérence des prédictions, c'est-à-dire de voir que le modèle ne varie pas trop dans les prédictions qu'il donne, qu'il y a une certaine cohérence, une certaine robustesse.
Pour l'instant, pour cela, j'ai utilisé un indicateur qui est le taux moyen de données aberrantes communes entre les prédictions. Le deuxième volet, ça a été de vérifier en utilisant un outil interne de gestion d'analyse du risque de la CPR, d'identifier si l'assureur avait été identifié à problème en termes de reporting, donc ça, s'il est déjà suspect d'erreurs potentielles. Et la troisième démarche, donc, ça a été d'utiliser cette méthode SHAP pour identifier les variables qui apportent les plus fortes contributions aux prédictions du modèle. C'est-à-dire, enfin, l'idée, c'est de savoir est-ce que telle société a été mise en anomalie à cause plutôt de problèmes sur les provisions techniques, sur la prise en compte de la réassurance, sur les placements, etc. Ce qui permet un petit peu après d'orienter la vérification. Donc, au départ, j'ai réalisé cette étude sur un périmètre assez restreint, puisque elle a été réalisée uniquement sur les états de bilan prudentiel. Donc, concrètement, ça représente 152 variables. Pour rappel, les variables qu'on a dans ces états, c'est d'une part un bilan prudentiel et d'autre part un bilan comptable. Là, des exemples des postes principaux, investissement, provision technique, BE. À l'intérieur de ces états, les variables sont identifiées par un numéro de ligne et numéro de colonne qui sera utilisé dans la suite pour les utiliser. Le jeu de données a été constitué de 571 assureurs sur 5 années, de 2016 à 2020, avec finalement, j'ai retenu 148 variables. Une variable a été supprimée parce qu'elle était tout le temps nulle. Il y avait beaucoup de variables qui étaient avec des valeurs NA, mais en fait, ça correspond à un non-remplissage et ça correspond, enfin, ça a été retraduit en valeur 0. Et d'autre part, oui, donc j'ai utilisé un package Panda qui s'appelle Panda Profiling, qui permet de faire de manière un petit peu automatisée une analyse descriptive, statistique descriptive des données, mais à cause de certains problèmes de la version actuelle du package, je n'ai pas pu le faire sur tout le jeu de données. Alors, sur cette partie analyse descriptive par laquelle j'ai commencé, on peut déjà voir qu'on a des corrélations significatives entre variables. Donc, quand vous voyez les couleurs les plus foncées, c'est qu'il y a des corrélations entre variables. Bon, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des corrélations entre variables à l'intérieur du bilan. Ensuite, j'ai regardé si on voyait déjà quand même apparaître des valeurs aberrantes. Et en effet, on le voit. Donc, par exemple, si on croise deux variables qui sont les investissements et l'excédent d'actifs sur le passif, on voit bien qu'il y a des points qui sont isolés par rapport aux autres. Et de même, si on fait une analyse en composantes principales et qu'on regarde cette projection sur les deux premiers axes, on voit aussi qu'il y a bien des points isolés et peut-être aussi des espèces de mini-clusters de points isolés. Donc, l'étape suivante, ça a été de préparer les données pour la modélisation. Le fichier de données initial comportait pour chaque ligne un assureur, une échéance de reporting et une variable. Donc, j'ai ajouté, enfin, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai ajouté des colonnes supplémentaires. J'ai supprimé certaines variables. J'ai supprimé des échéances parce que c'était moins pertinent dans l'analyse. J'ai reformaté le data frame. Donc voilà, c'est de la cuisine interne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps aussi dans la préparation du modèle et qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, donc j'ai fait quelque chose qu'on fait couramment en data science, c'est-à-dire j'ai séparé le jeu de données. On a un jeu de données d'entraînement et un jeu de données de test. Donc le jeu de données d'entraînement était constitué par les états de 2016 à 2019 et le jeu de test était constitué des données des états de 2020. Voilà, donc on entraîne le modèle sur les premiers états et on l'applique sur les états de 2020. Je me suis ensuite posé la question de la normalisation des données. Normalement, dans les algorithmes à arbre de décision tels que les isolation forest, on n'a pas besoin de normaliser les données, enfin, c'est ce qu'on entend couramment. J'ai cependant voulu tester deux normalisations pour voir l'effet. La première, c'est une normalisation en divisant toutes les variables par le total de l'actif.
en se disant peut-être que dans l'échantillon, on va avoir des sociétés de taille importante et des sociétés de taille plus modeste. Est-ce que cette disparité peut un peu déformer les prédictions? Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu tenter cette normalisation. Et la deuxième normalisation a été faite par centrage et réduction en utilisant une fonction qui s'appelle standard scaler dans le package scikit-learn, qui est un package Python le plus utilisé en data science. Alors, j'en viens à la méthode des isolation forest. Donc, l'intuition de la méthode des isolation forest, au départ, ça part des arbres de décision. Donc, qu'est-ce qu'un arbre de décision? Quel est son principe? C'est qu'au départ, on va essayer de prédire des valeurs en utilisant des valeurs explicatives, des variables explicatives, et on va descendre le long d'un arbre, c'est-à-dire on va se poser une question, est-ce que cette personne a plus ou moins de 35 ans? Si oui, voilà, on va s'orienter dans l'arbre. Est-ce que cette personne habite à plus ou moins 100 km de Paris, etc. Et à la fin, on va, comme ça, réussir à prédire les valeurs en fonction des valeurs des variables explicatives. Et on va essayer d'optimiser cette recherche de façon à obtenir des performances optimales. Donc ça, c'est les arbres de décision. Après, il existe un raffinement à partir de cette méthode, une méthode beaucoup plus puissante qui s'appelle les forêts aléatoires, où on va prendre plein d'arbres de décision et on va considérer que chaque arbre de décision est comme un expert qui nous donne une prédiction. Et on va ensuite faire voter tous ces experts pour arriver à une décision finale. Voilà. Et donc, l'isolation forest est une méthode qui vient de ces forêts aléatoires, qui en découle. Et donc, l'intuition, c'est qu'une anomalie, ça va être une donnée qui va être facile à isoler dans un arbre de décision. C'est-à-dire que quand on va descendre dans l'arbre de décision, très vite, l'anomalie va se retrouver isolée. On ne va pas avoir besoin de descendre très profond dans l'arbre de décision. Donc, on va utiliser des forêts aléatoires de manière non supervisée. Et donc, pour constituer les arbres, à chaque fois, on va choisir une variable au hasard. Et on va choisir au hasard aussi un seuil de séparation pour construire les branches de cet arbre. Ce qui va nous permettre d'identifier les observations qui sont les plus faciles à isoler, qui sont potentiellement les anomalies. Et ensuite, on va définir un score d'anomalie qui est fonction de la longueur moyenne du chemin parcouru dans l'arbre afin d'isoler la donnée. Donc, plus cette longueur est courte, plus a priori, ce sera une anomalie. Donc, quand on fait fonctionner ce modèle, on constate qu'il est stable à 99% à partir de 500 arbres. Donc, c'est le nombre d'arbres que j'ai retenu dans la suite de l'étude. Donc, je suis parti d'une hypothèse, puisque c'est un des paramètres qu'on peut régler, c'est à quel pourcentage d'anomalies on veut arriver. Donc là, j'ai fait le choix de retenir 2% d'anomalies, ce qui correspond à peu près 12 anomalies proposées par l'algorithme à chaque fois. J'ai aussi regardé l'effet des autres paramètres de la méthode, la taille du sous-échantillon ou le nombre de variables retenues pour construire chaque arbre, mais l'effet était beaucoup moins significatif. S'agissant de la normalisation, j'ai constaté que la normalisation par la méthode standard scaler n'avait aucun effet. En revanche, celle par la normalisation par la taille de l'actif avait un effet important, puisqu'on constate que le taux moyen d'observation aberrante commune entre la version normalisée et la version non normalisée est de seulement 10%. Donc, ces deux variantes font ressortir des organismes qui ont des profils très différents, puisque sans normalisation, on constatait que les organismes qui ressortaient étaient tout le temps des organismes du dernier décile en termes de taille de bilan, donc des gros organismes, ce qui n'était pas le cas avec la version avec normalisation. Mais cependant, a priori, les prédictions dans les deux versions semblent pertinentes. Donc, il n'y a pas forcément une mauvaise et une bonne version. Mais c'est intéressant de multiplier les variantes.
Et après, donc, pour l'étape suivante, qui était de regarder sur ces organismes qui ont été détectés si les contrôleurs de la CPR avaient mis en évidence des problèmes de reporting ou des problèmes de QDD, on voit qu'on arrive à peu près au même résultat, dans le sens où, dans un tiers seulement des organismes détectés comme anomalies, les contrôleurs n'avaient rien signalé, n'avaient pas signalé de problème. En revanche, dans les 2 tiers restants, soit spécifiquement des erreurs de reporting avaient été mentionnées, soit de manière plus vague, des problèmes potentiels de qualité de données ont été mentionnés par les contrôleurs. Donc, les prédictions ne semblent pas totalement aberrantes. Enfin, j'ai utilisé la méthode SHAP pour identifier les variables qui étaient causes des erreurs. Alors, la méthode SHAP, au départ, est fondée sur quelque chose qui s'appelle les Shapley Values, qui est un concept issu de la théorie des jeux. Donc, les Shapley Values quantifient la contribution de chaque joueur au jeu. Et donc là, l'équivalent dans notre cas, c'est que SHAP va quantifier la contribution de chaque variable explicative aux prédictions. Donc, on va pouvoir voir quelles sont les variables explicatives qui font que tel organisme est considéré comme en anomalie. C'est ce qu'on appelle une méthode additive d'attribution des variables explicatives. Et donc, j'ai utilisé une variante de SHAP qui est adaptée aux arbres de décision qui s'appelle Tree Explainer, parce qu'elle est plus rapide. Alors, le SHAP, notamment, fournit ce genre de graphique en cascade dans les résultats. Donc, en ligne, vous avez les différentes variables explicatives et les petites flèches vous indiquent les contributions à la prédiction de chaque variable. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et donc, quand on va vers la gauche, c'est le sens outlier. Ça veut dire que cette variable explicative a contribué au fait que l'organisme soit considéré comme en anomalie. Et par contre, les flèches vers la droite correspondent à des variables qui vont dans l'autre sens. Alors, en termes de résultats, les résultats étaient pas très convaincants, mais l'étaient un peu plus dans la version normalisée. Donc, on voit que sans normalisation, on constate que globalement, chaque variable explicative apporte une petite contribution, enfin des contributions à peu près équivalentes à la prédiction finale, même s'il y a quand même des écarts, mais il n'y a pas vraiment de variable qui ressort. Avec la normalisation, on voit qu'il y a des écarts qui sont un peu plus significatifs. Bon, sachant que sur cette méthode SHAP, c'est encore une méthode sur laquelle il y a plein de développements en cours. Donc voilà, et de manière générale, sur les méthodes d'interprétation des modèles, il y a plein de recherches qui sont en cours, donc c'est des choses qui évoluent. Donc peut-être qu'il y a des meilleures méthodes à utiliser à l'avenir. Alors ensuite, parfois, regrouper des variables permettait de faire émerger quand même des axes d'investigation pour vérifier si l'organisme est effectivement en anomalie ou pas. Par exemple, là, dans ce cas-là, on voyait que toutes les plus fortes contributions à la prédiction étaient constituées par des variables qui avaient un rapport avec la réassurance. Donc, peut-être qu'au niveau de la prise en compte dans le bilan de la réassurance, il y a un problème avec cet organisme. Ensuite, je me suis dit peut-être que je vais essayer de réduire le nombre de variables pour améliorer l'interprétabilité. Alors d'abord, j'ai essayé d'enlever les variables qui étaient très corrélées. Donc dans ce cas-là, je gardais une seule variable. Donc à la fin, ça m'a permis de supprimer 50 variables. Mais finalement, il y avait peu d'amélioration en termes d'interprétabilité du modèle. Et on se retrouvait avec les 2 tiers d'outliers en commun par rapport à la version initiale. La deuxième tentative, ça a été d'utiliser, ça a été plus drastique, donc utiliser un bilan très simplifié de seulement 26 variables. Alors, l'interprétabilité semble améliorer, puisque là, on voit clairement, bien sûr, plus des variables qui ont des plus grosses contributions. Bon, après, en termes de prédictions, les prédictions ne sont pas du tout cohérentes avec les précédentes. Et les conclusions ne sont pas toujours pertinentes, puisque on avait un outlier pour cause d'absence du C, alors que ce n'était pas un organisme qui faisait de la vie, donc ce n'était pas forcément très intéressant. Voilà. En conclusion, donc,
Donc, bien sûr, le manque de données labellisées a empêché de réaliser une validation complète du modèle. C'est pour ça que j'ai essayé des méthodes un peu détournées. Cependant, l'analyse des résultats semble confirmer la pertinence de la démarche, mais enfin, plusieurs étapes seraient nécessaires pour le valider plus concrètement. D'abord, d'impliquer les contrôleurs dans la validation du modèle et dans la validation de ses prédictions en termes d'anomalies. Entreprendre un effort de labellisation des données un peu systématique. Continuer peut-être à travailler sur la sélection des variables, sur la méthode, sur l'interprétation des résultats avec SHAP ou avec une autre méthode éventuellement. Étendre ensuite l'approche à d'autres états de reporting et aussi utiliser d'autres algorithmes que l'isolation forest, puisqu'il existe d'autres algorithmes fondés sur d'autres hypothèses pour mettre en évidence des anomalies. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Merci David pour cette présentation. On peut passer donc aux questions. Est-ce que vous en avez? Encore une fois, n'hésitez pas à nous les partager via la discussion parce que vous n'avez pas accès à votre micro. Et le temps que les questions arrivent, moi j'ai une première question pour toi David. C'est donc tu as pu là réaliser un projet de bout en bout. Et sûrement rencontrer quelques difficultés. Si oui, lesquelles et à quel endroit, s'il te plaît? Alors oui, merci. Alors, enfin, déjà, une des grosses difficultés pour moi, ça a été que j'avais très peu de connaissances de Python au départ. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, ça a été un élément bloquant, enfin, malgré la formation qu'on avait suivie dans le cadre de la formation management en data science. J'étais au départ assez souvent bloqué dans mes développements par des problèmes de syntaxe. Voilà. C'est vrai que ça m'a fait perdre pas mal de temps. Bon, voilà, c'est forcément, il y a un coût d'apprentissage sur Python. Voilà. Ok. Ça a été une des difficultés, en tout cas. Mais bon, à travers la formation que tu as suivie, maintenant, tu es fluent sous Python, notamment dans l'utilisation de scikit-learn et des packages annexes Quasiment. à scikit-learn, comme les valeurs Shapley. Alors, est-ce que vous avez des questions à distance? Alors, une question de Laurent. Bonjour Laurent. Il a la question suivante. Est-ce que cette approche est destinée à faire du ciblage en vue d'orienter les travaux des contrôleurs ou bien, David, est-ce que tu vois d'autres applications? Oui, enfin, l'idée, c'est plutôt de faire du ciblage pour aider les contrôleurs à détecter les organismes qui sont potentiellement en erreur et afin d'aller plus loin dans l'analyse des états et d'aider les organismes à améliorer leur reporting. C'était surtout ça le but. Ok, merci David pour cette réponse. Merci Laurent pour la question, en espérant que la réponse de David J'espère. te convienne. Alors, le temps que d'autres questions arrivent, vous avez eu l'occasion de répondre à un sondage en début de séance. Et je ne sais pas si vous voyez d'afficher, l'idée c'est de mieux vous connaître. De ce que je vois, donc, il y a majoritairement des acteurs qui sont connectés, à 75%. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément dans l'actuariat, donc je serais ravi aussi de savoir. Il y a une personne qui n'est pas en actuariat, donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Bon, en tout cas, les travaux que David a pu vous illustrer et la boîte à outils machine learning n'est pas utilisée que pour l'actuariat. Et puis, on voit qu'il y a pas mal de personnes sous Python, mais également dans les autres langages de programmation. Vous êtes plus d'un tiers à évoquer, alors pas tous représentatifs parce qu'il n'y a que 12 personnes qui ont répondu, il y a peut-être les retardataires qui n'avaient pas accès parce qu'on a 29 personnes, encore merci de vous être connectés, on est assez nombreux par rapport à d'autres webinaires, donc merci de vous être connectés.
mais le sondage, effectivement, porte sur 12 personnes uniquement. Je ne sais pas dans quelle mesure, du côté de l'Institut du risque management, on peut relancer le sondage, ou en tout cas, s'il y en a d'autres qui ont des questions et qui veulent partager leur point de vue, leurs questions, et savoir aussi, surtout, si vous avez un projet de formation, en fait. L'idée aussi, c'est à travers ce webinaire, c'est de vous illustrer les possibilités en sortie de la formation. Et donc, comme David, en fait, ils sont une vingtaine chaque année à reprendre les bases sur RSU Python pour certains, donc, et d'autres qui sont déjà fluents, c'est au final d'attaquer rapidement le machine learning, mais en fait, le niveau est hétérogène en entrée de la formation. Et l'idée, c'est vraiment pendant pendant un an, pardon, moyennant 2 jours par mois, c'est de faire l'acquisition d'un beau background sur le R et Python, d'avoir toute la théorie et la pratique sur le machine learning, tant sur R que sous Python. Et in fine, sur le deuxième semestre de l'année, vous avez pas mal d'intervenants, tant académiciens que professionnels, qui vont vous partager différents use cases. Sans dire de bêtises, David, tu me corriges, mais de mémoire, c'est 75 à 80% de use cases assurantiels et d'autres qui vont venir de la banque ou du marketing. Oui. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer, à partir du bagage que vous avez acquis en premier semestre, comment vous pouvez l'appliquer sur différents packages en assurance, pas qu'en actuariat au final. En assurance et un peu en banque également, sur les actifs. Et à la fin, comme David, si vous souhaitez faire cette formation, eh bien vous devrez passer par la case faire un projet et faire un mémoire pour valider votre formation, moyennant quelques aussi évaluations tout au long de l'année. En tout cas, voilà, la formation DSA, David illustre bien. L'idée, c'est de vous permettre d'acquérir toutes les compétences sur le machine learning dans le cadre de l'utilisation de ce machine learning et des langages R et Python dans le secteur de l'assurance, plus particulièrement pour l'actuariat, mais pas que. Il y a encore une question de la part de Laurent. David, est-ce que ces travaux, tu as pu les présenter au contrôleur et comment ils ont été reçus? Non, j'ai pas eu encore le temps ou l'occasion, mais oui, enfin, bien sûr, ça serait intéressant de leur présenter. J'en ai l'intention, dès que je trouverai du temps. Tu nous tiendras au courant, hein, tu nous feras une communication, je l'espère, Bien sûr. peut-être en rebondissant sur l'invitation d'aujourd'hui sur LinkedIn pour dire ça y est, je l'ai présenté, est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles ou pas? Très bien. Encore merci à Laurent pour cette question. On peut prendre une dernière question avant peut-être de se laisser. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on vous remercie à nouveau à tous de vous être connectés. Les inscriptions à la formation DSA sont ouvertes pour la promotion 2023. Les candidatures seront reçues jusqu'au mois de novembre et la validation des candidatures pour la promotion dès le 1er janvier 2023 sera faite courant novembre et au plus tard en décembre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez l'IRM ou contactez-moi pour en savoir plus. Vraiment, il y a des niveaux très hétérogènes en entrée de la formation et on fait en sorte de pouvoir contenter tout le monde. Donc, ne vous dites pas, ça fait longtemps que vous n'avez pas codé. On pourra discuter avec vous de ces aspects-là. Si vous codez dans un autre langage que R ou Python, on pourra vous amener vers R et Python sans difficulté. On le fait déjà sur plusieurs promos par le passé. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire ou à poser vos questions si vous êtes intéressé par la formation. Et enfin, je tiens à remercier à nouveau David pour cette belle présentation. Et je tiens aussi à remercier l'Institut du Risk Management et plus particulièrement Alexandra Glimy qui a pu nous aider dans la préparation de ce webinaire. Eh bien, tout est dit, je pense. Encore merci. Passez une bonne journée et à très vite. Merci à tous. Bonne journée.
André, Yes, on est tout seul? il reste encore Clément qui est connecté. Ok, Et c'est bon, on est tous les trois à nouveau. très bien. Alors, cette expérience? J'étais en train de les faire sortir, mais c'est assez long parce qu'il faut que je les fasse un par un, c'est pour ça. Ah oui, tu faisais il faut les faire sortir autoritairement. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'était un peu rapide. Enfin, j'ai dû aller un peu vite parce que par rapport au temps. J'espère que c'était quand même à peu près clair. Ça allait? Et oui, ça a été très bien et très pédagogue aussi sur Ouais. avant d'arriver sur l'isolation forest. C'est toujours pas évident de passer des heures de décision à cette thématique-là, donc Ça c'était y est. bien mené. C'était bien mené. Bah, j'aurais voulu préparer une diapo en plus là-dessus.